Monsieur le modérateur, Mesdames, Messieurs, je voulais commencer par remercier les membres de la commission d'organisation des soins infirmiers de m'avoir sollicité pour vous parler des techniques et indications de la trachéotomie. Donc pas de conflit d'intérêts en rapport avec le sujet. Donc pour ce qui est des indications, tout d'abord, une indication princeps générique de la trachéotomie est peut-être l'accès aux voies aériennes en situation d'urgence. Mais ça a été bien revu dans la RFE sur l'intubation. Donc il a été préconisé d'évaluer le risque d'intubation difficile avec deux situations, patient qui peut être normalement intubé et patient qui est potentiellement difficile. Et dans les deux cas, finalement, l'objectif, c'est d'accéder à l'intubation. Et là peut commencer un peu une situation délicate où quand on n'arrive pas finalement à intuber, une intubation impossible, dans ce cas-là, ce qui est préconisé par la RFE, c'est l'oxygénation aidée de dispositifs supraglottiques, plus ou moins la fibroscopie, plus ou moins la cricothyroïdotomie et la trachéotomie chirurgicale. Vous voyez que la trachéotomie chirurgicale intervient en dernière position. Un mot sur la cricothyroïdotomie, parce que c'est différent de la trachéotomie. Vous voyez là une représentation anatomique où vous avez le cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde, une membrane entre les deux, et c'est à ce niveau-là que se fait la cricothyroïdotomie, contrairement à la trachéotomie, qui, elle, est beaucoup plus bas située. Donc, cet accès aux voies aériennes en situation d'urgence va reposer davantage, en cas d'intubation impossible, et préconiser que ça repose davantage sur la cricothyroïdotomie plutôt que sur la trachéotomie, dans la mesure où il y a moins de risques, mais il s'agit d'une situation transitoire. Vous voyez qu'une fois que vous avez perforé la membrane avec un dispositif bricolé à base d'un cathlon, d'une seringue de 2 ml et d'un slip joint d'une sonde d'intubation de 7,5, vous pouvez bricoler un système qui vous permet d'accéder parfaitement aux voies aériennes. Les autres indications, entre guillemets, spécifiques de la trachéotomie, en dehors de l'accès aux voies aériennes en urgence, où on voit que c'est plutôt la cricothyroïdotomie que la trachéotomie, les cancers ORL, bien entendu, les maladies neurologiques, un mot sur les insuffisances respiratoires chroniques, où dans le cadre d'une pathologie définitive, respiratoire chronique, il va falloir mettre en perspective le fait de prolonger la souffrance de la maladie sous-jacente et l'amélioration potentielle du confort du patient au moyen de la technique de trachéotomie. Et donc là, la vie du patient est un élément extrêmement important à prendre en compte dans la mesure où il s'agit, dans ces cas-là, souvent de trachéotomie définitive. Pour ce qui est des autres indications, dans les pathologies neuromusculaires acquises et potentiellement réversibles en réanimation, comme les neuromyopathies de réanimation, en cas de sevrage prolongé après plus de 7 jours après la première tentative de mise en ventilation spontanée sur tube. Et puis ensuite, il y a les indications pour le confort et la qualité de vie et la possibilité de manger et parler en cas d'intubation prolongée. Mais dans tous les cas, il est préconisé que cette réflexion se fasse après 4 jours au moins. Et vous voyez même pour ce qui est du sevrage prolongé, après 7 jours après la première tentative. Si on voit bien ce qu'il peut y avoir comme indication spécifique, il faut aussi voir les contre-indications à la trachéotomie, qui peuvent être des contre-indications éventuellement transitoires, comme l'instabilité hémodynamique, l'existence d'une hypertension intracrânienne avec une pression intracrânienne supérieure à 25 mm de mercure, l'hypoxie sévère, évaluée par un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 100 mm de mercure, malgré une PEP à plus de 10 cm d'eau, la présence de troubles de l'hémostase non corrigés, parfois non corrigeables, le refus du patient ou de la famille et l'existence de patients moribonds ou en limitation thérapeutique. La place de la trachéotomie dans les limitations thérapeutiques est éminemment discutable. Pour ce qui est de la partie technique et des différentes techniques disponibles de trachéotomie, finalement, deux courants s'affrontent entre
La trachéotomie percutanée et la trachéotomie chirurgicale, il ne s'agit pas tant d'un combat de coq ou d'un combat entre les anciens de la trachéotomie de référence et de la trachéotomie percutanée. Si on essaye de voir un petit peu point par point ce qui peut les rapprocher ou les opposer, la trachéotomie percutanée est clairement une technique d'apparition plus récente que la trachéotomie chirurgicale, qui est la technique historique de référence. Un des avantages de la trachéotomie percutanée est qu'elle est disponible dans la mesure où elle ne dépend que de l'organisation du service de réanimation. Contrairement à la trachéotomie chirurgicale qui va nécessiter un chirurgien, un bloc opératoire et la planification de tous ces dispositifs, malgré tout, cette disponibilité dans un service de réanimation, la réalisation de ce type de trachéotomie va être une certaine charge en soins qui va nécessiter que ça soit quand même un peu programmé. La facilité de réalisation, finalement, dans les mains d'opérateurs expérimentés, que ce soit en percutané ou de manière chirurgicale, les deux techniques peuvent paraître faciles. Par contre, à travers la vingtaine d'études qui a comparé ces deux techniques, il a été démontré que la trachéotomie percutanée était réalisée avec un délai plus court, une durée d'intervention qui était plus courte par rapport à la trachéotomie chirurgicale, un coût qui était moindre également par rapport à la trachéotomie chirurgicale quand on prenait en compte l'ensemble du dispositif. Pour ce qui est de la mortalité, il n'y a pas de différence de mortalité entre les deux techniques. Et pour les deux complications, dos à dos, ces techniques sont renvoyées, même si il semblerait que la technique percutanée donne moins d'infections au niveau du site opératoire et moins de complications hémorragiques. C'est pourquoi la RFE sur la trachéotomie qui date de l'année dernière a souligné de privilégier la trachéotomie percutanée comme méthode standard de réalisation d'une trachéotomie en réanimation, avec un accord fort de l'ensemble des experts et un grade de recommandation le plus élevé. Malgré tout, plutôt que d'opposer ces deux situations, il faut essayer de trouver la place respective de chacune d'entre elles. Et donc, dans quelle situation va-t-on être amené à continuer à faire des trachéotomies chirurgicales ? Eh bien, c'est quand on est dans une situation à risque, comme lorsque les repères anatomiques sont difficiles à préciser, parce que le patient est obèse ou qu'il a un cou court, avec une hypertrophie thyroïdienne importante et une raideur rachidienne qui va empêcher la position en hyperextension. Quand le cou est remanié parce qu'il a été l'objet d'intervention chirurgicale ou qu'il y a eu une radiothérapie cervicale, ou quand le rachis cervical est instable, parce que là encore, la position en hyperextension ne va pas pouvoir être réalisée. Dans ce cadre-là, il est préconisé par la RFE de réaliser une concertation médico-chirurgicale pour choisir la meilleure technique et parfois de réaliser la trachéotomie percutanée en présence des chirurgiens, ce qui permet d'être dans le meilleur domaine de la sécurité. Pour ce qui est de la trachéotomie percutanée, différentes techniques sont disponibles. La RFE préconise de probablement privilégier la technique de trachéotomie percutanée par dilatation unique progressive comme méthode standard de réalisation de la trachéotomie percutanée. Là encore, il s'agit d'un accord fort, mais avec un niveau de recommandation un peu plus faible que sur la recommandation précédente. On va voir pourquoi. Donc, dans tous les cas, quelle que soit la technique de trachéotomie percutanée choisie, il y a différentes étapes qui vont consister d'abord à une mise en condition, ce qui est facile chez les malades de réanimation, la réalisation d'une anesthésie générale plus ou moins locale, parfois associée à une curarisation, des soins de bouche et la vidange gastrique de manière à diminuer l'importance des sécrétions au niveau de la sphère ORL, et puis s'assurer que nous sommes dans une situation où en cas de difficulté, on ait un ORL qui soit accessible pour venir nous prêter main forte. Ensuite, on va installer le patient avec la tête en hyperextension, un billot sous les épaules, ce qui permet de dégager le cou,
et puis le mettre en mode de ventilation assistée contrôlée, en faisant une attention toute particulière au réglage des alarmes. Pourquoi? Vous avez là la situation où vous avez la sonde d'intubation, et donc avec vos réglages, vous avez un certain niveau de pression dans les voies aériennes. Quand vous passez dans cette situation où vous avez le fibroscope qui vient au travers de votre sonde d'intubation, vous avez un niveau de pression qui est bien supérieur à quand vous n'avez pas le fibroscope. Donc il faut anticiper ça dans les réglages de la ventilation mécanique de telle manière à ce que votre patient soit correctement ventilé durant la procédure, qui même si elle est courte en termes de durée, il y a des phases où votre patient va avoir une augmentation de ses résistances des voies aériennes très importante qui peut gêner la ventilation. Ensuite, il est préconisé de mettre le patient en 100% d'oxygène pendant toute la procédure et de faire attention au positionnement de la sonde d'intubation. Pourquoi? Vous voyez que quand on est dans ce schéma du larynx, vous avez la sonde d'intubation qui va jusque la trachée, et là, la position finale de la canule. Vous voyez bien qu'à ce niveau-là, il est impossible de mettre en place la canule tant que vous avez la sonde d'intubation en place. C'est pourquoi il va falloir remonter la sonde d'intubation sous contrôle fibroscopique. Pour l'opérateur fibroscopiste qui retire cette sonde d'intubation, la situation est un peu délicate. C'est un peu comme si vous faisiez une marche arrière sans rétroviseur ou sans regarder derrière vous, parce que vous retirez la sonde d'intubation progressivement, et au moment où vous voyez les cordes vocales, c'est que vous l'avez trop retirée. Donc, mais vous n'avez pas de possibilité de les voir en arrière, donc il faut réussir à se repérer et la monter le plus possible pour permettre la position finale de la canule en bonne situation. Et puis, vous allez ensuite repérer au niveau de la trachée, par la palpation, par la transillumination au moyen du fibroscope, et c'est également préconisé par l'échographie, qui va vous permettre de repérer qu'il n'y a pas de structure vasculaire au niveau de la zone opératoire, et de repérer, dans les mains d'un opérateur entraîné, les anneaux trachéaux et de guider la ponction. Les différentes étapes, donc tout d'abord une ponction, vous voyez là, entre le premier et le deuxième anneau cartilagineux. Quand vous avez de l'air, c'est que vous êtes dans la trachée. À ce moment-là, l'opérateur fibroscopique vérifie que vous êtes bien en position médiane. Vous avez le repère de l'aiguille qui se trouve au zénith, à midi. Ensuite, vous allez faire coulisser un guide dont il faut s'assurer qu'il descende bien. Et puis, la fameuse corne de rhinocéros qui va permettre de dilater progressivement jusqu'au repère correspondant à la taille de la canule de trachéotomie. Et ensuite, la mise en place de la canule de trachéotomie sur un guide. Ces étapes d'appui nécessaires pour faire rentrer la corne de rhinocéros et de mise en place de la trachéotomie sont également responsables d'une augmentation importante des pressions dans les voies aériennes, où la trachée est complètement comprimée le temps de ces manœuvres. Donc, il y a d'autres techniques que celle de la dilatation unique progressive, qui est celle de la corne de rhinocéros. Vous avez des techniques avec de multiples dilatateurs, des techniques avec une dilatation à pince qui se fait sur guide, des dilatations rotatoires avec la nécessité d'une manœuvre un peu risquée de changement de rotation de la canule, et puis des dilatations par ballonnet de la trachée et de la trachéotomie translaryngée. Toutes ces techniques sont disponibles à l'heure actuelle, mais celle qui est le plus utilisée est celle que je vous ai présentée de dilatation unique progressive qui a été préconisée par la RFE trachéotomie. La trachéotomie chirurgicale, elle, repose sur l'exploration de l'isthme thyroïdien qu'on va ligaturer, et puis plan par plan, on va arriver jusqu'à la trachée pour pouvoir objectiver les anneaux cartilagineux et mettre en place la canule de trachéotomie. Bien entendu, une fois la canule en place, en paire-procédure, vous allez vérifier d'abord l'absence de vaisseau à l'échographie et la position par rapport aux anneaux cartilagineux, puis en fibroscopie, la position médiane et l'absence de blessure du mur postérieur lors des manœuvres. Et après cannulation, à la fois par analyse de l'ETCO2, auscultation, fibroscopie et radiographie, la position
la position satisfaisante de la canule et l'absence de complications, par exemple de pneumothorax. En conclusion, donc il y a une RFE sur la trachéotomie qui a été publiée récemment, l'année dernière. L'indication de la trachéotomie se fait dans beaucoup de situations, mais pas en urgence, et essentiellement en concertation. Il est préconisé de privilégier la technique percutanée par dilatation progressive, la trachéotomie chirurgicale restant un recours. Merci de votre attention.